toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Phlegmatique et dans ce podcast je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, conte initiatique, cosmogonie et écologie. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Animedia est de retour après quelques semaines d'absence. Je vous cache pas que l'agenda a été pas mal chargé dernièrement, surtout au niveau professionnel. Et surtout, j'étais en pleine préparation du Festival d'Annecy, où je serai, comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, du 9 au 12 juin. Alors le programme, il n'est pas encore bien défini quant à ce qui va se passer pour ce podcast, mais je vais essayer de vous faire une quotidienne sur place directement. Voilà, c'est dit, je m'y engage. Et voilà, j'ai quelques rendez-vous qui sont calés également avec des réalisateurs, donc on va essayer de condenser tout ça, de vous donner mes impressions globales sur le festival. Ça sera la première fois que j'irai à titre personnel. J'ai prévu d'aller voir quelques films en compétition. Je ne pourrai pas aller tous les voir parce que je n'y serai que 3 jours et demi, on va dire, sur la grosse semaine que dure le festival. Mais voilà, l'idée c'est quand même de vous donner un petit aperçu de ce que sera, pour moi en tout cas, ce festival. Voilà, ça sera 4 jours bien chargés en perspective, mais je réitère ma proposition. Si jamais vous êtes sur place, eh bien faites-moi signe et voilà, j'essaierai de trouver du temps. On a tous des agendas, je pense, assez chargés quand on est là-bas. Et je découvre aussi ce qu'est la vie de festivalier de cinéma. Mais voilà, ça serait sympa éventuellement de se rencontrer. Pour le reste, eh bien, continuez à suivre, à vous abonner, à partager Animedia autour de vous. C'est comme ça que le podcast bien, gagnera ses galons et montera dans les classements des différentes plateformes de podcast. Voilà pour l'intro, on va attaquer tout de suite avec cet épisode, avec un film qui a justement fait l'actualité du festival d'Annecy l'an passé, c'est Les 4 âmes du coyote de Godard Aron. Alors pour rappel, dans ce podcast, on attaque avec une mise en contexte autour du film pour resituer son contexte de production, la vision de l'auteur également. On enchaînera avec la partie critique. Ensuite, on se demandera c'est pour qui Les 4 âmes du coyote et ensuite on lui décernera une note pour le resituer dans la grande liste du cinéma d'animation. Allez, c'est parti. Au début, il n'y avait que les ténèbres, un vide immense. Il n'y avait rien, seulement un rêve. Qui êtes-vous tous les quatre? Tu le sais pas, mais c'est ton rêve. Ce sont tes créatures, tu les as créées, tu es responsable. Les choses ont bien changé. Ils n'ont donc plus besoin du créateur. Ne crois pas ce qu'il dit. Tue-le. Des activistes amérindiens s'opposent à un projet d'oléoduc sur leur territoire ancestral. Le soir, autour du feu, ils se réunissent autour de grand-père qui leur fait le récit de la création. Le conte rappelle à tous la place de l'homme sur la terre et son rôle dans la destruction de la nature. Les 4 âmes du coyote est un film hongrois réalisé par Aron Godard, également co-scénariste du film avec Géza Bereményi. Ce n'était pas prévu comme ça, mais l'actualité faisant que, ça fait déjà 2 fois en 4 épisodes de ce podcast que je vous parle de films hongrois après Skydome 2123, et même 3 si on peut dire, puisque pour rappel, Les Maîtres du Temps que j'avais chroniqué dans l'épisode précédent a aussi été produit et animé en Hongrie. Là en l'occurrence, c'est la même chose, le film est produit à 100% dans le studio de Budapest Cinnamon Entertainment et diffusé chez nous par Eurozoom et il est sorti en salle le 15 mai 2024. D'ailleurs, il est encore diffusé à travers la France au moment où sortira ce podcast, à travers tout un réseau de cinéma indépendant, donc vous pouvez d'ores et déjà regarder autour de chez vous si le film est encore disponible. Il a été récompensé, je le disais en introduction, du prix du jury au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2023.
un jury dans lequel figurait Yann Kounen, le réalisateur de Blueberry, une adaptation de la BD de Jean Giraud, qui est aussi connu sous le nom de Moebius, une BD qui est pas mal versée dans l'ésotérisme et la mythologie amérindienne, qu'a repris Yann Kounen pour son film, donc c'est pas forcément étonnant de voir ce film-là récompensé avec Yann Kounen dans le jury. Et décidément, voilà, en 2 épisodes consécutifs, ça fait 2 fois que je parle de Yann Kounen et de Blueberry. Il va peut-être falloir que je finisse par le voir, ce film, non? Vous pensez? Le réalisateur Aaron Goder avait déjà reçu le cristal du meilleur long métrage à Annecy en 2005, ça commence à remonter, pour ce qui était à l'époque son premier long métrage, District. J'anticipe déjà la première question que vous pouvez vous poser sur le film. Comment un réalisateur hongrois se retrouve un film sur un mélange de légendes amérindiennes et est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit peu d'appropriation culturelle là-dedans? Lui raconte que sous la Hongrie communiste, l'accès à la culture étant ce qu'il était, c'est-à-dire assez limité, hein, parmi les livres populaires se trouvaient ceux sur les Indiens, populaires auprès des enfants, s'entend. Hein. Pourquoi? Parce que ils combattaient les Américains tout simplement et ça plaisait pas mal au régime qui trouvait finalement une lecture saine pour les charmantes petites têtes blondes du parti. Dans la cour de récré, ça jouait également pas mal aux cow-boys et aux Indiens et lui, Aaron Goder, dit qu'il préférait jouer les Indiens, que ceux qui étaient plus du côté des cow-boys, c'était ceux qui se retrouvaient aimer pas mal les armes et la violence. Finalement, on s'y retrouve encore pas mal aujourd'hui. Et enfin, il dit aussi qu'il a campé 2 semaines à ses 18 ans dans la campagne et qu'il s'est retrouvé dans des genres de tipis à faire du feu et à se retrouver proche de la nature. Ça peut paraître un petit peu ténu comme ça, comme fil directeur, mais finalement, parfois, il n'y a pas besoin de grand-chose et une expérience passée peut conduire à s'intéresser plus spécifiquement à une culture et à des récits. D'autant que avant les 4 âmes du coyote, Aaron Goder avait déjà fait 2 plus petits films sur la mythologie amérindienne où on retrouve d'ailleurs le personnage du coyote qui sera le personnage principal, donc vous l'avez compris, des 4 âmes du coyote. Et lui dit aussi que un des tournants qui lui est arrivé pour vraiment mieux réussir à finaliser son récit, ce sont les événements de Standing Rock. Alors Standing Rock, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors si vous vous souvenez peut-être, d'avril à décembre 2016, il y avait un projet d'oléoduc dans cette réserve indienne du Dakota du Nord qui était peuplée par les Lakota, une tribu qui fait partie du groupe ethnique Sioux. Alors ce projet d'oléoduc, il servait à transporter du gaz de schiste mené par une compagnie appelée Energy Transfer et il a mobilisé des milliers de militants pacifistes qui essayaient de faire annuler le projet de construction de ce pipeline. Un pipeline de 1800 km² quand même, qui menaçait directement les rivières Missouri et Mississippi. Ce qui a donné une énorme résonance à cet événement, c'est que les forces de l'ordre et les gardes privés de la compagnie sont intervenus violemment contre les manifestants qui étaient eux pacifiques, qui en ont arrêté et blessé plusieurs centaines avec un mouvement qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, notamment via plusieurs hashtags et le soutien de plusieurs personnalités américaines comme Neil Young ou alors les acteurs Mark Ruffalo et Shailene Woodley. Le 4 décembre 2016, donc après quand même plusieurs mois d'intense militantisme et de lutte plus ou moins pacifiste, on l'aura compris, entre les militants et les forces de l'ordre, les manifestants obtiennent gain de cause, les autorités refusent le permis à Energy Transfer et le tracé ne passera pas par Standing Rock. Sauf que ça a duré à peu près 1 mois, puisque dans la foulée de son élection, à partir du moment où il a eu les pleins pouvoirs, Donald Trump a signé la relance du chantier, qui a été terminé en avril, opérationnel en mai, et qui opère toujours. Donc autant dire que la résolution, elle est loin d'être positive. Mais malgré ça, c'est quand même un événement qui a beaucoup marqué. On a eu aussi une descendante du chef indien Sitting Bull qui allait faire un discours aux Nations Unies en 2017, malheureusement avec donc le manque d'impact que l'on connaît désormais aujourd'hui.
Ça a également permis de mettre en cause, si besoin était, le manque de considération écologique du gouvernement et de ces entreprises-là, qui ne se sont pas gênées pour violer plusieurs articles de loi. En quoi cet événement il a directement influencé l'écriture des Quatre âmes du Coyote? C'est parce que ça a donné l'idée à Aaron Goder d'encapsuler son récit, son conte, dans un événement similaire où on a justement ce grand-père qui vient raconter à ses militants qui sont sur place l'histoire de la création du monde. L'idée, elle lui est venue de là. Pour le reste, on l'a dit, ce récit, il est issu de différents souvenirs de camping du réalisateur et ensuite c'est un mélange de différentes légendes amérindiennes issues de plusieurs tribus. On va pas forcément en sortir une parmi toutes celles qui existent. On va pas forcément pointer du doigt un récit en particulier, mais c'est un mélange d'influences. Au niveau stylistique aussi, il s'est appuyé sur des peintures, notamment des deux peintres George Catlin et Carl Bodmer, qui ont énormément illustré les Indiens au 19e siècle, leur mode de vie, leur culture. C'était avant l'arrivée de la photographie et c'était finalement à la fois peut-être les premiers et les derniers à les montrer comme ça aussi bien. Je vous invite à aller vous renseigner, à aller taper dans un moteur de recherche bien connu leur nom pour vous rendre compte de la précision de leurs traits et le style de leurs dessins. Le réalisateur et les scénaristes se sont également appuyés sur des consultants autochtones pour s'assurer de la bonne transmission de ces récits, dont une militante qui était elle-même à Standing Rock. Au total, le film a demandé 8 ans de travail, dont 3 pour la partie artistique, le reste étant des recherches de financement. Le cinéma d'animation, et surtout sur un sujet comme ça, est toujours aussi dur à faire financer, et le réalisateur a dû aller chercher un petit peu partout en Europe. Pour ce qui est de la technique, le dessin est fait à la main, alors à la main sur tablette graphique, s'entend, pas non plus avec un crayon et un papier, mais animé image par image, à l'ancienne, on va dire, et ça lui donne aussi un style assez particulier pour un film de 2024. Le décor est planté, on va maintenant passer à la partie critique. Y a même Oui, pas allô de réseau dans ce trou. Et j'attends toujours Non les mais je contrats. rêve, je capte rien du tout. On est au Moyen-Âge ou quoi? Grand-père, c'est la fin? Bien sûr que non, Mataoka. Partez! La prairie nous appartient à tous et nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. Qu'est-ce qui peut bien justifier un tel déversement de sang? Retournez dans la forêt! J'ai fait une grosse bêtise. Feu! Est-ce toi qui les a conduits jusqu'ici? Un danger se profile à l'horizon. Nous ne fuirons pas! Nous allons nous battre! Rien n'est éternel, si ce n'est la terre et les montagnes. L'idée dans ces critiques, je vais le rappeler désormais à chaque fois, c'est de spoiler le moins possible l'intrigue, un peu juste pour vous donner envie d'aller le voir. Bien sûr, si vous avez vu le film, je considère que c'est un petit peu mieux pour comprendre ce que je vais vous dire, mais quand il y a un spoil direct, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Donc les Quatre âmes du Coyote, c'est, on l'a dit, un conte autour de la création du monde qui est encapsulé entre deux séquences dans le présent qui dépeignent ce combat pacifiste de militants qui s'opposent au projet de construction d'un oléoduc. On a à la fois donc ce mélange de légendes amérindiennes qui s'entrecroisent avec le mythe d'Adam et Ève qui font apparition dans le récit environ à la moitié du film, et avec au centre la figure du coyote, cette figure trompeuse, machiavélique, tout ce que vous voulez. Vous pouvez penser par exemple à Loki comme équivalent dans la mythologie nordique, une figure qui est elle-même créée par le grand créateur, qui reprend les traits du grand-père que l'on voit au début du film, qui modèle le monde à partir de boue, qui crée d'abord la vie dans les océans, puis la terre, puis les montagnes, qui façonne un petit peu le monde tel qu'on le connaît, et qui va se retrouver à créer le coyote un peu par inadvertance, un peu sans vraiment le vouloir. Il est la création en fait qui jaillit de lui à partir d'un mauvais rêve. Donc déjà on comprend que son existence à lui est déjà de base un petit peu trouble. On va avoir une figure un petit peu ambivalente qui va être à la fois nécessaire dans l'évolution du monde, mais qui va aussi générer tout un tas de problèmes et de conflits.
Le coyote, c'est une figure très populaire de la mythologie amérindienne. C'est un personnage qu'on retrouve sous différentes formes, sous différents traits. Il n'est pas foncièrement bon ni foncièrement méchant, il est un petit peu tout ça en même temps. Et d'ailleurs, dans le film, c'est le seul autre personnage qui va à son tour devenir créateur. Créateur et en même temps destructeur, puisqu'il est le premier à faire naître, si on peut dire, le meurtre. Mais ensuite, il fait aussi naître les humains qui vont à leur tour devenir des éléments perturbateurs dans ce monde entre guillemets parfait conçu par le créateur. La structure de conte du film, c'est à la fois ce qui lui donne sa principale qualité et ce qui en fait son principal défaut. Je m'explique. Principale qualité parce que le film prend le temps justement de mélanger ses influences pour faire passer son message de manière un peu plus fluide et un peu moins directement consciente. Vous l'avez peut-être entendu dans les épisodes précédents, je suis vraiment pas un grand fan d'une manière générale des films à message, comme on pourrait l'entendre, des films qui vont vraiment avoir l'idée de marteler un propos et de faire passer quelque chose. Je considère qu'on doit d'abord penser un film comme une histoire à travers un œil et pas forcément tout de suite porter un regard militant là-dessus. Si le film il est bien fait, la réalisation et le scénario et les personnages vont contribuer à diffuser ce message de manière beaucoup plus diffuse. Et ça, pour le coup, les 4 âmes du coyote y arrivent plutôt bien. On a la figure des Occidentaux qui arrive à la fin comme un cheveu sur la soupe un petit peu, mais c'est le but. L'idée, c'est de montrer qu'ils ne représentent qu'une infime part de ce grand tout, de ce grand monde, qu'ils sont vraiment un épiphénomène dans ce qu'on pourrait appeler la cosmogonie, la création du monde. On revient quand même très très loin. Et eux, ils arrivent là à la fin et c'est vraiment l'ultime élément perturbateur qui va remettre un petit peu tout à plat. Cette forme de conte permet aussi de rendre le récit à la fois familier, puisque c'est comme des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà entendues, qu'on connaît déjà un petit peu, la création du monde, mais on l'a à travers un prisme un petit peu différent cette fois, à travers une autre mythologie, avec d'autres figures tutélaires, le canard, le bison, le tigre à dents de sabre, c'est pas forcément des choses qui vont nous parler naturellement à nous, et pourtant tout ça nous paraît quand même relativement familier. Mais le principal défaut que je vois à ça, avec cette structure, c'est que justement, c'est une structure, on la voit un petit peu trop. On comprend un peu vite que le coyote, comme le dit le titre, il a 4 âmes, donc 4 vies, et que finalement, à travers chaque séquence clé du film, il va perdre ses vies une à une, et chaque succession d'événements va à la fois marquer une vraie étape dans la vie des humains, on va les voir grandir, de bébés, de création informe jusqu'à adultes, parents, grands-parents, et en même temps, à chaque fois, on sait que cette série d'événements-là va amener à ce que le coyote perde une vie, et donc on a une structure qui est un petit peu redondante, et on perd clairement en effet de surprise une fois qu'on a vu un petit peu les ficelles derrière le récit. La surprise en revanche, on la retrouve, et ça c'est clairement un point positif, dans le ton global du film. Le film s'adresse clairement à des enfants, on en reparlera dans la 3e partie, mais pour le coup, il arrive à montrer assez frontalement la création du meurtre, quand même, que le monde peut s'avérer être un endroit violent, quand bien même bien avant l'arrivée des humains. On a du sang, on a des personnages qui sont punis, parfois quand même assez lourdement pour leurs actes, mais l'idée c'est justement, je pense, de montrer ça, que chaque acte a une conséquence et qu'on ne peut pas envisager quelque chose d'aussi grande, aussi globale que la création du monde sans avoir d'un côté le bien bien sûr, mais aussi le mal. Ce qui fonctionne également très bien dans Les 4 âmes du coyote, c'est tout son symbolisme. C'est un film qui fonctionne énormément, qui communique beaucoup avec le symbolisme, et pour le coup, il ne s'en cache absolument pas. On a le bison qui vraiment représente la force de la nature absolue, on a l'aigle qui est l'œil qui surplombe la prairie et qui domine tout le reste des animaux. L'éclair est lui aussi personnifié, littéralement. Donc là encore, on est en terrain conquis, sans mauvais jeu de mots. Ça permet de remettre pas mal de choses finalement en perspective, de comprendre aussi que l'homme, il n'est vraiment qu'une seule partie de ce grand tout. Et au milieu de tout ça, donc, on a le coyote, le fameux élément perturbateur, nuisible, nécessaire, qui finalement parvient à un certain équilibre, qui ouvre en tout cas le débat avec les autres animaux, avec les humains, avec le créateur.
C'est d'ailleurs lui qui donne le feu aux humains, hein. Il prend la place de Prométhée dans la mythologie grecque pour leur permettre de survivre à l'hiver, de faire en sorte que leurs enfants survivent également, de se défendre contre les agressions des autres animaux. Donc on a ce personnage clairement ambivalent qui est au centre du film et qui joue beaucoup aussi, je pense, pour le rythme et pour le plaisir qu'on prend à voir le film. Côté plaisir, il y a évidemment, j'en ai pas encore parlé, mais le style visuel. On l'a dit, hein, on est vraiment sur un dessin, une animation à l'ancienne, à la main, image par image. Et ça, ça lui donne clairement aujourd'hui un vrai cachet. On a en plus de ça quelques plans régulièrement qui frappent vraiment la rétine, qui restent à ce niveau. Le premier plan, le tout premier plan du film est presque le meilleur. C'est encore à la fois une qualité et un défaut. Pas tant parce que le film s'en relève pas, mais parce que vraiment celui-ci imprime particulièrement. On a ce serpent noir qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans le film, qui finit par se transformer en oléoduc qui va nous amener jusqu'à la montagne sacrée qui est menacée par ce projet. On a également un plan séquence assez fou qui nous retrace la création de la civilisation occidentale, ou en tout cas des autres civilisations de l'autre côté de l'Atlantique, en dehors de la mythologie amérindienne, avec vraiment un jeu sur les différents niveaux de plans, et on accélère tout d'un coup, on passe vraiment plusieurs millénaires d'un coup avec une simple idée très basique, mais qui fonctionne vraiment super bien, avec en plus un sound design tout d'un coup qui emplit vraiment l'espace, alors qu'on était beaucoup dans le silence et dans les bruits de la nature auparavant. Voilà, ça c'est vraiment des plans qui restent, qui marchent, et ça c'est une des grosses réussites des 4 âmes du coyote et de Aaron Goder. Je rajouterais également côté réalisation un jeu qui fonctionne très bien sur les échelles. Le créateur, la plupart du temps, il est à taille humaine, ou plutôt dans la deuxième partie du récit, et avant ça, ou même à certains moments clés du récit, finalement on comprend qu'il est capable de prendre la taille qu'il veut. Quand il façonne le monde, il le fait comme un peintre qui peindrait sur une toile, mais en fait ce qu'il crée c'est carrément un continent. De la même manière, quand il doit descendre de sa montagne sur laquelle il est agenouillé en repos, il le fait d'un simple pas qui traverse toute la prairie. Donc on comprend que à loisir, à dessein, quand c'est nécessaire, il peut tout d'un coup prendre énormément de place et retrouver sa place de créateur, à la fois bienveillant mais aussi capable de punir quand il le faut. Et enfin, le film, sans doute un petit peu en écho à ce qui s'est passé à Standing Rock, il y a quand même l'idée d'éternel recommencement. C'est-à-dire que les personnages que l'on voit au début, les personnages humains, on les retrouve à jouer d'autres rôles, ceux des colons, des personnages européens qu'on retrouvera à la fin du film. Par exemple, on l'a dit, le grand-père joue également le créateur, sa petite-fille joue également l'humaine que l'on va retrouver dans la partie conte. Donc il y a l'idée de faire comprendre que ces personnages-là, finalement, on les retrouve à différents moments de l'histoire, que la colonisation, elle est toujours en cours, elle a juste pris une forme nouvelle, que le monde, il tourne un petit peu sur elle-même, que l'histoire, elle se répète, et c'est à nous, par la transmission de ces mythes, de ces légendes-là, de retrouver finalement notre place à travers la nature, et de faire en sorte de ne pas reproduire les erreurs du passé, ou en tout cas de s'en servir pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Nous en arrivons à la question rituelle de cette émission, c'est pour qui les 4 âmes du coyote ? La réponse pour le coup elle est assez simple, je pense qu'on est quand même sur un public assez jeune, je dirais entre la fin du collège et le début du lycée, donc quelque part entre 8 et 15 ans. D'ailleurs, Eurozoom ne s'y est pas trompé, et en plus du dossier de presse qu'il fournit aux journalistes, il a également concocté un dossier pédagogique à l'attention des scolaires. En tout cas, c'est vraiment à ça que ça ressemble, où on revient à la fois sur l'idée de mythologie, sur la figure du coyote à travers la mythologie amérindienne, sur l'événement de Standing Rock, sur la colonisation européenne, et il y a même une proposition d'analyse de séquence avec le fameux plan séquence dont je vous ai parlé. Donc on comprend que voilà, il y a l'idée de faire travailler, de faire réfléchir les plus jeunes là-dessus. Et en vrai, oui, je comprends tout à fait l'idée. Le film, il s'adapte complètement à ça. On le dit, la figure du conte, c'est aussi quelque chose qu'on connaît très tôt finalement quand on est jeune. On nous en fait lire énormément. C'est une très bonne manière de faire passer un message, mais un peu plus que ça. C'est-à-dire de faire encore une fois prendre conscience
conscience à l'enfant de sa place, de la place de l'être humain dans le monde et de la place de différentes aussi cultures autres que la sienne dans la grande histoire de la civilisation. Donc pour ça, je dirais que c'est aussi un très bon film à voir en famille, hein, pour justement proposer une certaine ouverture d'esprit vers une autre culture que la nôtre, de parler d'écologie, de parler de voilà, la place de l'homme sur Terre, le rapport aux animaux. C'est vrai que d'une manière générale, les films où il y a des animaux qui parlent, ça marche bien avec les enfants, même si là, encore une fois, attention quand même, hein, on a des séquences qui sont un petit peu plus violentes, je mets des guillemets, mais qui, en tout cas, voilà, n'ont pas peur de montrer des choses. Il y a un petit peu de violence graphique. En tout cas, c'est un peu plus franc, on va dire, que certaines créations de certains studios américains bien connus. Mais c'est aussi, je pense, ce qui lui permet de s'ouvrir à un public un petit peu plus large que simplement les préadolescents, adolescents. Hein. C'est quand même un film qui a vocation à s'adresser à un public beaucoup plus important. Nous en arrivons donc à la note et je vais décerner aux 4 âmes du coyote la note de 3,5 étoiles sur 5, ce qui le met au même niveau que Pocahontas, pour reprendre une autre légende amérindienne, ou Astérix et le domaine des dieux. Ça le situe derrière La Tortue Rouge ou Icare, qui sont des films qui lui ressemblent un petit peu, je trouve, dans l'idée de conte, de transmission de mythologie, de relecture d'une certaine mythologie, mais ça le place aussi devant Balto et Bolt. Oui, j'ai choisi 2 films avec des chiens, finalement. Le coyote, on n'en est pas si loin, hein, c'est un chien de prairie, finalement. Et ouais, j'ai pas mal vu Balto quand j'étais petit. 3,5 sur 5, pourquoi? En résumé, eh bien parce que déjà, ouais, visuellement, je le trouve quand même assez unique. Je trouve qu'il a ce petit cachet à l'ancienne, vraiment, vraiment plaisant aujourd'hui. Et aussi parce qu'on a de jolis tours de mise en scène, hein, donc ceux dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui, voilà, là encore, permettent de s'adresser à un public un petit peu plus érudit, un petit peu plus vieux, j'ai envie de dire. On n'est pas simplement dans l'idée de faire un film écologique pour enfants. Aaron Goder, il a quand même des prétentions de metteur en scène et ça se voit. On sent qu'il va au bout de ses idées. Mais pour le reste, c'est vrai que voilà, c'est un film qui est très opératique, qui a une structure qui est très très claire, hein, ce qui le rend assez prévisible, et avec un symbolisme qui est un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, ça permet d'élever un petit peu le récit, et de l'autre, on comprend très très vite ce qui va en être. N'hésitez pas donc à regarder autour de vous si Les 4 âmes du coyote est encore diffusé dans vos cinémas et à me faire vos retours, hein. Je serais très intéressé de lire vos commentaires, vos avis sur le film. Ce qui me fait une transition toute trouvée vers la conclusion de ce podcast. Vous pouvez bien sûr retrouver Animedia sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix, que ce soit en podcast ou sur YouTube. Et donc, eh bien, venez me laisser un petit commentaire, une étoile, et abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous, ça me fera très plaisir, et ça permettra au podcast de grandir. Vous pouvez également me retrouver dans le Grand Popcast avec les amis de Le Grand Pop, Menro et Otaksu. Notre dernier épisode, c'est un petit peu un pot pourri de ce qu'on a pu voir, faire culturellement durant la petite période du printemps où le podcast était en pause. Donc allez y jeter une oreille également. Animedia est aussi disponible sur tous les réseaux sociaux, Blue Sky et Instagram notamment. Et de mon côté, je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao!